débuter la présentation de ce module qui va aborder donc le thème de la filière industrielle. Alors c'est une filière, on va le voir, un petit peu particulière. Dans un premier temps, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'invité pour cette session. En fait, Grégory et moi, on a donc organisé un micro-trottoir à cette occasion pour ce module, en essayant de comprendre un petit peu les attitudes du consommateur face à la filière industrielle, qui est souvent liée avec le supermarché et la grande distribution. Donc, dans un premier temps, le module, on va aborder le micro-trottoir en essayant de déterminer un petit peu les attitudes des consommateurs. Ensuite, on fera une présentation un petit peu de différents produits en lisant les étiquettes et en décortiquant les étiquettes de chaque café. Un petit peu voir entre les lignes ce que les industriels et les grandes distributions nous présentent comme type de café. Et ensuite, on terminera avec Grégory, qui lui sera donc en direct d'un supermarché, lui, en Colombie, où il nous présentera donc un petit peu la gamme et les différents produits qui sont présents dans la filière industrielle. On va vite constater qu'il y a beaucoup de traits communs, un petit peu, et bien entendu liés à la mondialisation. On est sur beaucoup de standardisation des produits. Donc la filière industrielle va clairement pas du tout dans les mêmes lignes que la nôtre, hein, parce que nous, on est sur une filière éthique et puis de circuit court, ce qui n'a rien à voir avec la grande distribution. Dans les précédents modules, vous avez vite constaté que arrivé aux coopératives, c'est là que, disons, nous, on travaille en amont avec les producteurs. Et donc, dans la filière industrielle et dans la logistique donc du précédent module que nous avons présenté, les producteurs vont coopérer avec les coopératives, c'est à partir de ce moment-là, disons que l'étirement se fait de plus en plus important et où le produit, dans sa traçabilité aussi, va perdre clairement le chemin. Le producteur va devenir un numéro et le produit va finir, on va le voir comment. Et parfois, c'est un petit peu dommageable, surtout quand on arrive à des techniques de vente qui abusent clairement parfois des tendances du consommateur, pour ne pas citer voilà, la tendance du commerce équitable, également la tendance du, d'essayer d'avoir une conscience auprès des producteurs. Et on va vite constater que lorsqu'on décortique ces étiquettes-là, euh, la, la réalité n'est pas du tout la même comme elle est présentée lors de la vente. Donc c'est important de se concentrer aussi sur ce thème-là, car on va vite constater que les définitions des mots et des labels et également des pratiques sont très loin de la réalité qu'on pourrait s'imaginer lorsqu'on achète le produit. Donc dans un premier temps, comme je vous le mentionnais, on a réalisé donc quelques questions. On les a réalisées en France. Je suis actuellement en France. Et on a réalisé des questions auprès de différents consommateurs. Donc, je vais passer des audios que j'ai enregistrés dans la rue où j'ai demandé donc à plusieurs consommateurs, auprès de consommateurs dans les supermarchés, mais aussi auprès des boutiques. Avec cette première question, on demandait déjà dans un premier temps quels sont les critères d'achat pour choisir un café et un chocolat. On va vite constater que l'auditoire va répondre de la même manière, que ce soit pour le chocolat comme le café, les gens vont avoir les mêmes critères d'achat. Donc je vais passer le premier audio et on va entendre les réponses des consommateurs. Quels sont les critères d'achat pour le café Pour le lorsque vous café, achetez du café? Là, j'achète que du bio actuellement. Bio. Et éthique et bio. Et, C'est bon. D'accord. Et sur le chocolat? alors, le chocolat, j'aime bien du bon chocolat. Donc, en général, si je le prends au supermarché, c'est du bio. Et là, par contre, je vais dans la rue nationale, chez le chocolatier, j'ai envie d'avoir des chocolats. Le prix et le pourcentage en cacao. Le moins cher. Le prix. Ouais. Chocolat. Quel c'est le critère d'achat? Pareil, le moins cher. Le moins cher? Ouais.
Alors moi, je regarde, j'achète toujours le même. Je regarde si c'est de l'arabica. Voilà, d'accord. Donc la variété. Ouais, la variété. Pour le chocolat, qu'est-ce que vous regardez dans du la chocolat noir, avec le minimum de sucre. pour vous? Parce que vous... le goût, en fait. Le goût? Ouais, ouais. Est-ce qu'il est crémeux, il est sautabon, celui-là? Pour le goût, alors? Ouais. Arabica de préférence, parce que c'est un café qu'on apprécie d'autant plus que Robusta. Voilà, donc là, c'est un petit échantillon des réactions des gens. Ce qui est intéressant dans cette attitude-là, c'est qu'on voit déjà dans un premier temps que les gens tout de même se concentrent sur le goût. On a entendu plusieurs fois aussi le prix. Le prix également, il faut être conscient que effectivement, une grande partie des consommateurs et nous-mêmes, on va se concentrer sur le prix. Donc, c'est des éléments qui vont déterminer tout simplement, qui vont déclencher l'achat en regardant ces critères-là, que ce soit pour le chocolat comme pour le café, on va souvent avoir cela. Et puis le goût, les gens vont s'adapter au goût et la marque. Certains m'ont même commenté, alors j'ai pas tous les enregistrements en raison de la qualité audio et j'espère que vous l'avez tout de même bien entendu, mais certains me mentionnaient qu'ils ne regardent même pas du tout ni le prix ni le goût, c'est uniquement la marque et ils se concentrent sur la marque. Donc ça c'est intéressant parce que bien entendu que les, les grandes marques vont jouer sur ces éléments-là et le goût est un élément intéressant aussi parce que beaucoup vont avoir des attentes auprès du café. Euh, et ça pourrait être effectivement une autre question qui pourrait être rajoutée. Mais vraiment, quelle est l'attente dans le goût d'un café ou quelle est l'attente dans un goût de chocolat? Et beaucoup, pour avoir posé cette question à des gens d'entourage ou des amis ou des consommateurs, vont attendre du café un stimulateur, un réveil, ils vont attendre quelque chose qui les réveille et qui vraiment ouais, comme disons, un énergisant. Hein. Donc c'est intéressant d'entendre cela parce que s'il n'y a pas ça en bouche, les gens vont pas assimiler, disons, le plaisir du café. Donc ces attentes-là, elles sont avant le goût. C'est post-goût que les gens vont déjà se préparer à consommer d'une manière ou pas le chocolat. Et lorsqu'on va casser un peu ces lignes-là, alors soit on gagne, soit on perd. Hein. Parfois, il y a des gens qui vont dire je l'ai acheté trop cher et je l'aime pas. Et inversement, certains vont dire ah ben finalement, c'est vrai que je m'aperçois vraiment de la différence. Et là, ça correspond plus à ce que j'aime. Mais là, il faut aussi préparer, bien entendu, les consommateurs. Et c'est pour ça que l'éducation et le travail qui est réalisé au travers de ces différents modules, il n'est pas anodin, c'est justement d'essayer de pouvoir ouvrir plus largement la vision de chacun autour du café comme du chocolat pour montrer aussi tout l'étendue de ces produits-là. Et dans la filière industrielle, on est d'accord que pour ces critères-là, de goût en tout cas, on reste dans de la standardisation complète. Donc là, c'est des panels énormes de consommateurs qui vont être, disons, sollicités pour goûter. Et pour certaines marques, ils vont même être payés pour participer à des réunions gustatives où les marques vont donc payer des consommateurs et vont tout simplement donner leur avis. Et leur avis, ben, bien sûr que ça les importe, selon la tranche d'âge, selon les catégories sociales professionnelles, selon le sexe. Et tout ça va être totalement épluché sur un produit fini. Donc, qui va convenir à la cible. Donc, ce sont des produits constitués pour une cible et non pas faits pour par un plaisir. Parfois, c'est plus une raison économique où la finalité est clairement la rentabilité pour les filières. Donc, voilà un petit peu la première analyse qu'on pourrait faire sur cette première question du critère d'achat. Ces critères d'achat, ils sont clairement définis par les grandes distributions. La troisième question, il s'agissait on a donc donné 5 critères à nos consommateurs et on leur a demandé tout simplement de réaliser un classement d'importance lors de leur achat.
Donc, ces critères-là, il y a donc l'origine, dans un premier temps. Ensuite, nous avons la certification. Donc là, ça inclut le respect de l'environnement, les pratiques agricoles, également le soutien aux producteurs. Le troisième critère, il s'agit du goût. Ensuite, le quatrième critère, on a la marque. Et le cinquième, c'est le prix. Donc, les consommateurs devaient nous commenter l'importance, le classement d'importance de différents critères. On va donc écouter ce qu'ils nous ont répondu. En premier, tu nous disais donc le prix. Goût, origine, certification marque. Très bien. Vous avez dit en premier le prix. Ouais, le prix. Le deuxième, ça serait quoi? Après, l'origine. Non, pas trop. Après, quand on va dans les magasins. Après, la marque non plus, on prend le monteur, donc ça peut être bas de gamme. Ouais. Et la certification, ce serait le dernier qui inclut le classement. Voilà. D'accord. Donc, il y a l'origine, la certification, le goût, la marque ou le prix. Il y a le goût déjà, D'accord. la certification, Mhm. l'origine, D'accord. il y a le prix Mhm. et la marque. Et concernant le chocolat? Chocolat, c'est pareil, c'est l'origine, non, pas forcément. Mhm. Le goût, la certification, pas forcément non plus. L'origine, je sais pas. Il mentionnait le goût. La certification, l'origine, le goût, la marque et le prix. Ça, c'est pour le café ou le chocolat? Les deux. Les deux, c'est la même ordre. Ouais. Le goût. Le goût, ensuite, ce serait La marque. la marque. Après, le prix en dernier, en fait. D'accord. Et en dernier. Origine et certification. Ouais, c'est ça. Ouais. L'origine, Ensuite, je irais plutôt pour une certification, d'accord. le goût Mhm. et le prix, Et en dernier, la marque. la marque. D'accord. J'irais sur le goût Mhm. pour au départ. J'irais sur une marque, Mhm. l'origine et puis le prix en dernier. Surtout si c'est pour offrir. Donc voici l'échantillon que nous avons eu pour cette troisième question. Alors ce classement aussi, il est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que déjà d'une, les certifications ne sont pas forcément des éléments déclencheurs, alors il y en a beaucoup. Pour ne pas citer, il y a les origines, appellations contrôlées, il va y avoir également les labels bio, il va également avoir le commerce équitable, on va avoir également certification d'origine. Donc il y a une multitude de labels qui sont présentés, mais qui ne sont pas forcément, disons, déclencheurs et importants dans l'achat. On constate assez rapidement que le goût et le prix sont dans les deux premiers. L'origine est un petit peu compliquée. On va voir que dans cette présentation, on va vite constater que surtout pour le chocolat, l'origine est quasiment pas mentionnée. Il y a très peu dans les filières industrielles, il y a très peu d'origine mentionnée, ce qui ne rassure pas beaucoup, disons, la qualité et surtout la traçabilité du produit. Dans le café, c'est une pratique un peu plus présente, mais qui représente, disons, peut-être 15% de l'offre de la gamme, qui est énorme sur un très grand rayon de grande distribution. Donc ça reste peu, mais elle est en tout cas plus présente que le chocolat. Donc ces pratiques-là, et on voit que dans l'importance, les gens réagissent de manière, on va dire, plutôt classique sur le goût et le prix, qui sont là par contre des éléments qui va orienter et déclencher l'achat, que ce soit dans le chocolat comme dans le café. On a posé également une dernière question. Cette dernière question, elle aborde tout simplement la Colombie. On a posé la question si les gens étaient au courant, connaissaient en tout cas que la Colombie était reconnue comme un des meilleurs cafés, un des meilleurs cacao du monde, et qu'il était donc le troisième exportateur de café spéciaux et premium. On va écouter leurs réponses et vous allez vite constater qu'il y a encore beaucoup de travail pour Grégory à montrer que le cacao
est très bon en Colombie. On va écouter tout ça. Saviez-vous que la Colombie est aujourd'hui reconnue pour produire un des meilleurs cafés et des meilleurs cacao au monde? Est-ce que vous le saviez? Oui, Également pour le cacao? un peu moins que le café. En effet, c'est le 3e exportateur de café spéciaux et premium et son cacao a reçu 6 prix sur 10 des derniers au Salon du chocolat de Paris, considéré comme le plus grand salon international du chocolat. Vous saviez qu'il était élu parmi les meilleurs cafés au monde et les meilleurs chocolats? Ouais. Vous le saviez? Pour le chocolat, non. Je croyais que c'était vers l'Afrique. Ouais. Café un peu plus? Vous le saviez? Ça, oui. Pour Pour le le café, café, oui. Ouais, ouais. D'accord. Très bon café, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Café, j'associe bien Colombie et café, par contre, chocolat, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous le saviez? Non, ça, je ne savais pas. Je savais qu'il y en a beaucoup en Colombie, Mhm. mais je ne savais pas que des gros exportateurs. D'accord. Merci beaucoup, madame. Oui, je ne sais pas qui était le 3e, mais ouais, c'est réputé, oui, c'est très bien. Est-ce que vous le saviez? Non, je te comprends ça. Voilà, c'est les réponses qu'on a obtenues. On constate assez rapidement que les gens n'assimilent pas encore la Colombie au cacao, ce qui va laisser beaucoup d'opportunités à Grégory qui est en train de développer ce projet-là. Mais effectivement, le café et la Fédération nationale de café a fait un travail énorme sur le marketing. Ça a développé énormément on va dire, de consommation et les consommateurs ont rapidement assimilé la Colombie comme un producteur de café, ce qui est vrai. Concernant le cacao, depuis le début des modules, vous constatez que c'est un petit peu moins développé et ça se ressent jusqu'ici en France auprès des consommateurs. Et ça va aussi en lien avec l'absence de l'origine qui est mentionnée dans les chocolats, dans la plupart des chocolats de la filière industrielle, qui va donc toucher des consommateurs de masse. Hein, on est d'accord, c'est un petit peu la conclusion qu'on peut en faire. Et c'est pourtant, et depuis le début des modules qu'on présente, c'est pourtant une importance fondamentale de pouvoir savoir d'où vient le produit. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a déjà le pays, on va peut-être avoir plus de réponses sur la suite. On va nous décortiquer maintenant les produits qui sont présentés ici dans les supermarchés, dans les grandes surfaces françaises. Et on va regarder, donc moi j'ai acheté et on va décortiquer les étiquettes des produits qui sont présentés. Et on va comparer un petit peu on va dire les dénominations et les termes utilisés par ces marques. Pour ne pas les citer, on va juste les montrer, mais vous allez rapidement constater. Donc le premier, il s'agit d'une marque de distributeur. La voici. Donc l'origine est mentionnée. Donc il s'agit bien de Colombie. Pourquoi j'ai à chaque fois choisi des produits quand même de Colombie. On va pas forcément parler des autres, parce que les autres, là, sinon, on pourrait s'étaler énormément. Mais dans un premier temps, on va juste constater que c'est donc inscrit café moulu Colombia, pur arabica, avec mentionné donc acidulé et fruité. Donc jusque-là, on ne se trompe pas trop, parce que c'est les caractéristiques réelles du café colombien. Donc là-dessus, on ne peut rien dire. Ensuite, je vais regarder un petit peu derrière. Donc derrière, là, on a le discours en fait de Carrefour qui nous présente un petit peu comment ce produit a été réalisé. Donc réputé pour son excellence de café, la Colombie offre des purs arabica soave. Donc le terme aussi est soave, donc c'est doux, équilibré, acidulé à l'arôme fruité. Les grains de café récoltés dans des caféiers cultivés en altitude ont été sélectionnés et torréfiés avec soin pour vous offrir ce café à la saveur particulière, pour présenter pleinement l'arôme de votre pur arabica. Nous prenons soin d'emballer votre café dès sa torréfaction finie. Donc, ça, c'est ce que Carrefour mentionne. Il va également avoir une valve. Ici, un petit au niveau de l'acidulé. Il y a une petite valve. Cette valve, en fait, elle va permettre au café de pouvoir, on va dire, continuer à évacuer des gaz. Normalement, lorsqu'il n'y a pas
le café est torréfié, il va mettre environ 7 jours à se stabiliser. Il va continuer à échapper du dioxyde. Et donc, cette valve va donc permettre de tout simplement faire évacuer ces gaz et éviter que l'oxygène rentre à l'intérieur, qui est le principal ennemi, disons, des saveurs et des arômes du café. Donc là, c'est une mouture très fine, donc c'est dédié tout simplement aux expressos. Le problème aussi de ces grandes distributions, c'est que c'est des moutures souvent très fines. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Ben, c'est que ça va amener que ce produit n'est pas forcément, disons, adapté à toutes les machines, alors qu'on est d'accord que beaucoup de gens vont clairement se dédier à utiliser ce produit sur sur tout type de machine. Donc, c'est une mouture qui va différer selon les machines. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc, dans les ingrédients, ils nous mettent 100% de café moulu arabica de Colombie. Donc, la Colombie, comme vous l'avez vu depuis le début des modules, c'est un pays très grand avec des différentes régions. On va comparer aussi la façon dont ce produit est présenté avec le vin. Il faut s'imaginer comme si vous arriviez sur le rayon vin et vous voyez un vin présentant uniquement vin de France. On ne serait pas très rassuré, nous, en tant que Français, de voir qu'il s'agit d'un vin de France avec uniquement ce genre de critères. On irait plutôt voir un petit peu l'origine, justement, Bordeaux, vin d'Alsace, enfin bref, la liste peut être très longue, Languedoc, etc. Alors que là, on reste sur le pays, donc café moulu arabica de Colombie. Donc ça veut dire que clairement la traçabilité, elle n'y est plus du tout, hein, c'est énorme. Et là aussi, la dénomination Colombie, elle est parfois un petit peu bafouée parce qu'il il peut avoir un certain pourcentage de mélange avec d'autres pays. Donc là, on a ni la variété, on a la grande famille, on a l'espèce, donc c'est l'arabica, mais on n'a aucune variété mentionnée. On n'a ni aucune traçabilité présentée. Après, on a des conseils d'utilisation. Donc, humectez votre filtre avec de l'eau froide, dosez exactement avec des cuillères pour ainsi savourer pleinement les arômes de votre café. Nous vous conseillons d'utiliser de l'eau non calcaire. Donc là, jusque-là, le conseil est plutôt utile. La conservation, de la même manière, ils disent que c'est recommandé dans une boîte hermétique. Donc voilà, c'est terminé pour ce café. Bon, on va pas faire de dégustation en direct. On va avoir un label, c'est donc l'indication géographique protégée. Il est juste là. Il est proche de l'AOP, de l'origine, de l'appellation d'origine contrôlée. Donc voilà, c'est juste pour mentionner qu'effectivement, c'est bien du café de Colombie. Donc il est peut-être à 100% de Colombie. Voilà pour ce première version. Assez standard, hein, dans son prix, on est à environ 1,10 € pour 250 grammes. Donc là aussi, on peut se demander qui gagne, en tout cas que le producteur peut gagner avec un prix aussi bas. Là, il faut aussi remettre les choses dans l'ordre. On a vu que les consommateurs apportaient beaucoup d'importance dans le prix et on a fait tellement une grande guerre sur les prix qu'il me paraît important aussi de plutôt faire le chemin inverse et de se dire avec ce prix-là, qui gagne? Et là, on a les réponses. On va passer sur un autre café, on va moins le décrypter parce qu'on a déjà analysé le premier, le deuxième. Il s'agit donc de café Brocéliande. Donc là aussi, 100% arabica, café de Colombie, torréfié en Bretagne, donc grillé à l'ancienne. Donc là, c'est marqué donc grillé à l'ancienne. Le terme me paraît un peu surprenant. 100% d'origine naturelle. Bon, je sais pas. 100% d'origine, je dirais oui. Naturel, je ne sais pas non plus exactement où il va en venir. Donc c'est un torréfacteur qui est basé à Plohermel. Donc là, c'est considéré comme maître torréfacteur. Il est environ à 2,20 €. Donc on va dire que c'est une gamme différente. On va essayer de trouver, donc là, café de Colombie, c'est à la fois doux et parfumé, ce grand café convient aux palais les plus exigeants, un café fin, soivé, fruité, parfumé, idéal en fin de repas. Bon, jusque-là, le caféologie, donc là, c'est plutôt une description qu'il fait sur le café, voilà. Et ensuite, il raconte sa propre histoire, donc il est torréfié selon les méthodes traditionnelles, donc dites lentes,
Donc ça doit être normalement un petit peu plus de 10 minutes. Ça va de 15 à 20 à une demi-heure en général, de 15 à une demi-heure pour une torréfaction dite lente. Les grains sont grillés dans un four jusqu'à température avoisinant les 220 degrés. Ce procédé assure au grain une cuisson au cœur sans pointe de feu. Il exhale donc toutes les arômes. Ensuite, on arrive sur... ça, c'est signé donc de Joël Pecel, l'artisan torréfacteur depuis 1981. Et le reste, on reste sur des... Voilà, c'est des descriptions sur les bienfaits du café. Je suis en train de chercher l'origine. On voit absolument rien. Des conseils d'utilisation, conservation, bien refermer le sachet. Donc là, on va pas aller plus loin sur ce produit-là, parce que le reste, c'est beaucoup de marketing, beaucoup de descriptions sur... là, on voit qu'il n'y a pas de label. Sur le côté, c'est conseil d'utilisation, conseil de dégustation, et l'autre côté, voilà, l'histoire du café. Donc là, on a aussi pareil, dans la même dimension quasiment que Carrefour. Là, en termes de traçabilité, on en reste sur l'échelle nationale et on va pas du tout sur une traçabilité complète. Donc, pourtant, annoncé artisan torréfacteur. Bon, peut-être c'est un peu dommage d'arriver pour un artisan torréfacteur de ne pas tout simplement mentionner la traçabilité. On va sur un autre café que là, moi, je présente. Et voilà un petit peu. Alors, on a mis ces nouvelles étiquettes. Alors, c'est pas pour du tout le module qu'on a mis ces nouvelles étiquettes. Elles sont toutes ces informations-là que je vais vous présenter. Elles sont clairement disponibles sur le page web. Donc, dans un premier temps, voici un exemplaire de ce que nous on propose. Donc là, c'est clairement un café du producteur. Tout l'étiquetage est en espagnol et nous, on le retraduit en partie en français avec l'intégralité sur la page web. Donc, dans un premier temps, voici ce qu'on va décrire. On va décrire le café de Colombie, ensuite 100% Arabica, la variété, on va avoir le profil de tasse, le type de torréfaction. On va aussi également mentionner la mouture, si c'est en grain, fine, moyenne ou grosse. Ensuite, on va avoir des recommandations juste en bas avec les dessins qui montrent comment le torréfier, l'emplacement du producteur. Et puis en dessous, là, sont la description du producteur. Donc là, on a le nom du producteur, l'origine, donc là, c'est le village. On a également la ferme. On va également avoir l'altitude et la production artisanale avec ce petit flash code qui, une fois scanné avec vos portables, amène à la page web et vous avez toutes les informations un peu plus amplifiées. Sinon, on aura une page quasiment entière sur ce café-là. Donc là, on a une traçabilité complète. La présentation de ce café-là, c'est pas simplement pour valoriser le travail qu'on réalise, c'est aussi pour mettre en comparaison les éléments d'information qui sont présentés entre un café de filière industrielle et un café, en tout cas, géré par une filière éthique et en circuit court. Il faut être conscient que si c'est pas mentionné sur les autres cafés industriels, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'information. Et moins vous avez d'informations, et plus il faut avoir de doutes. C'est clairement la stratégie. Et c'est pour ça que si on prend rapidement les mots-clés qui intéressent le consommateur, on parlait d'origine, on va avoir le goût, et on revient un peu sur le micro-trottoir. Ben, Carrefour l'a compris, ils vont clairement mettre pur Arabica, acidulé et fruité, voilà c'est à quoi ça correspond. Sur le Brésil, un autre profil, comme ça les gens s'orientent par le goût, alors que là, dans un autre cas, on va plutôt s'orienter vers l'identité du café et toute son histoire. Et de la même manière, là, il va y avoir une attitude complètement différente de la vente. On va plutôt se concentrer sur le fait que ce soit un artisan torréfacteur local. Le fait qu'il soit de Bretagne, là où j'ai acheté ce café-là, va amener le consommateur à regarder un peu l'origine. Il va avoir en gros donc café de Colombie, mais on voit café brocélien où on imagine très rapidement qu'il s'agit d'un artisan torréfacteur de la région. Néanmoins, l'absence des autres informations montre clairement que on perd en tout cas une partie du produit. On pourrait, et on le fera au mois de novembre,
une dégustation en direct et vous constaterez aussi que à travers les arômes et les saveurs, c'est aussi un tout autre aspect. Mais là, on va se concentrer qu'à l'emballage parce que c'est tout simplement comme ça que les filières industrielles fonctionnent. Donc là, on attaque un petit peu la partie communicative et marketing, mais qui correspond aussi un choix des consommateurs lorsqu'il y a face à vous tous ces produits. Et en parlant de cela, Grégory, lui, va s'orienter bientôt sur nous faire une présentation depuis un supermarché. Je vais vous présenter quelques photos que j'ai prises ici dans les supermarchés. C'est assez agressif et impressionnant de voir la quantité des produits qui sont proposés. On ne fait pas toujours attention lorsqu'on rentre dans les supermarchés, mais c'est déroutant de voir autant de produits et du coup, on en est sur justement cette attitude à essayer de se concentrer sur autre chose que le produit même. Alors, je vais vous partager les photos pour que on puisse bien apercevoir aussi. Alors, hop là, la présentation. Voilà. Donc là, c'est une photo de ce qu'on peut voir dans un supermarché. C'est vraiment assez effrayant. Là, c'est une partie disons, de ce qu'on observe lorsqu'on arrive. Donc là, on a plein de marques, ça va dans toutes les couleurs. On peut zoomer. Donc là, c'est... Si on peut... Donc là, c'est vraiment déroutant de voir autant de produits. Lorsqu'on arrive face à cela, on se dit, bon, sur lequel on peut choisir. Je vais essayer d'en trouver une autre. On va zoomer un petit peu. On va trouver donc le Colombi. Il est même à 2,40 €. On va trouver là les petits Bretons. On va trouver du Starbucks. On va trouver du Jacques Vabre. Donc toutes ces gammes-là, on voit même facilement du bio. L'emplacement va être très important dans les filières industrielles. Hein. Toutes ces filières industrielles se concentrent aussi et les marques vont payer la location de ce rayon selon l'emplacement. Donc à la hauteur des yeux, c'est le plus important, jusqu'à la hauteur de la main pour une taille moyenne. Et les moins importants, c'est donc en bas et en haut. Ces marques-là, en général, vont vont payer moins cher, en tout cas l'emplacement. Donc ça, c'est des stratégies utilisées partout, dans toute la grande distribution. Hein. Donc on peut clairement voir que Carrefour est au centre et au niveau des yeux et des mains parce que c'est leur produit, donc ça prend de la place. Dans le visuel, le vert du Brésil sort très bien. Donc tout cela, rien n'est anodin et tout est clairement calculé pour que le consommateur puisse s'orienter sur ces produits-là, bien entendu. Donc je vais essayer d'en trouver une autre photo. Et puis après, on va peut-être rejoindre Grégory. Alors. Et c'est le même type de présentation également pour le chocolat. Le chocolat, c'est aussi déroutant. On arrive devant le rayon, on se dit waouh, où est-ce que je vais m'orienter? On se retrouve un petit peu pris par défaut. Et croyez-moi, et Grégory aussi va le mentionner, il y a trop peu d'origine mentionnée. Hein. Même là, on est à la base. Je pense que si on est dans le travail de la filière industrielle, on se dit la première chose à savoir, c'est au moins de savoir d'où ça vient. Et comme un peu pour n'importe quel produit, on pourrait dire made in France ou made in. Donc c'est vrai que c'est un élément principal, disons, dans la décision. Alors, je vais juste. Normalement, Grégory va pas être très loin. Je vais juste lui dire qu'il peut bientôt intervenir. Mais clairement, c'est des techniques assez communes hein, pour tous les produits. Mais là, ça fait partie de la loi de la grande distribution.
Donc Catherine me pose une question, est-ce que votre public cible le client de supermarché? Alors, moi personnellement, je dirais oui et non. Oui, parce que j'adorerais pouvoir convaincre aussi, et certains consomment du café de grande surface, et je ne ferme pas la porte à ces gens-là du tout, hein. C'est pas du tout une critique, c'est simplement pour moi une possibilité pour eux aussi de proposer un autre produit. Donc c'est pas forcément mon public parce que souvent ils vont plutôt se concentrer sur une attitude de consommation pour le fait que ça soit pratique. Ils vont se rejoindre dans un supermarché pour le prix. Donc, une fois que les gens se concentrent sur ces éléments-là de prix et de consommation, c'est un petit peu compliqué. Mais lorsque les gens goûtent le café et voient la différence et qu'ils constatent aussi qu'ils ont ces explications de pourquoi le café de supermarché ne mentionne en rien le producteur ou pourquoi on n'a aucune variété présentée, pourquoi il n'y a pas d'altitude, c'est parce que tout simplement, voilà. Et après, quand on va à ce parce que, eh bien, on peut convaincre des gens et certains sont agréablement surpris. Et une fois qu'ils sont surpris et qu'ils prennent l'habitude de consommer des cafés, on va dire beaucoup plus consciencieux, c'est difficile de faire marche arrière. Donc, plus ils consommeront du café de spécialité ou des cafés un peu plus consciemment, disons, il va y avoir, ça va être très difficile pour eux de revenir sur marche arrière. Et il y en a nombreux que j'ai réussi à convaincre, en tout cas par le goût, parce qu'au final, c'est ce que je leur dis, hein. Mettez juste le nez au-dessus d'un café d'un supermarché face à un café de spécialité. On est dans une dimension totalement différente, rien que par les arômes. Et ensuite, quand on comprend toute l'organisation de ces filières industrielles ou de la nôtre, ben là, on est sur deux mondes totalement différents. Eh ben, il y a notre ami Grégory qu'on a vu à l'instant apparaître dans l'écran. Il est avec son masque, il est en direct d'un supermarché de Colombie. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer également la gamme qui est présentée entre ces deux pays et la façon dont les gens peuvent consommer le café comme le chocolat. Donc Grégory, bienvenue. Est-ce que tu es en direct de Jumbo, une filiale, pour ne pas citer, de Carrefour? Est-ce qu'il nous entend? En direct. Ouais, enfin, en fait, Jumbo, c'est ancienne filiale. Ah, bonjour à tous et à toutes, pardon. Excusez-moi, je suis arrivé juste à temps. Donc voilà, donc on se trouve dans on peut dire une des plus grandes surfaces de la ville où je vis, qui est Bucaramanga. À peu près, pour vous donner une idée, allez, on pourrait dire 400, 500, peut-être 6, 7. Donc énormément de rayons jusqu'aux vêtements au deuxième étage. Donc vraiment dans le type Carrefour Leclerc Auchan qu'on a en France. C'est un des rares de la région qui est ainsi aussi grand, avec autant de segments de produits, que ça va de l'électroménager jusqu'aux produits détergents. Hein. Donc je vous dis vraiment modèle Carrefour Auchan Leclerc. Donc anciennement filiale de Carrefour. Maintenant c'est un groupe chilien qui gère cette chaîne. Donc comme vous avez dû le découvrir avec Ludovic, et on va rentrer en matière, il y a de grosses distinctions entre nos deux pays, hein, la Colombie et la France, et puis aussi une grosse différence du type de produit qu'on peut trouver dans du grande surface, sans même parler des magasins spécialisés, des chocolatiers ou des pâtissiers ou boulangers qu'on a quasiment pas en Colombie, parce que bien évidemment ce n'est pas la culture colombienne au départ, même si ça vient un petit peu se développer, ça reste très très sporadique, puis c'est encore pas de toute façon les mêmes produits. Donc je vais vous montrer très rapidement. Comme je vous dis, je suis quand même dans une grande surface énorme, et je vais vous donner un aperçu en direct pardon, autant pour moi.
je change, ça doit être là. Voilà. Donc ça c'est, et ça débute, on débute un rayon. Vous allez voir, hein, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, on repère beaucoup de Et marques on s'arrête. communes. Donc bah voilà, les marques, les trois marques, j'ai envie de dire, qui sont d'ailleurs du même groupe ou deux groupes. D'ailleurs, à l'échelle un petit peu mondiale, c'est ça. On retrouve toujours Mondelez, Nestlé et Barry Callebaut. Bon, il y a du Hershey's aussi un petit peu, mais pas trop ici. Mais voilà, vous voyez Lindt, vous voyez Ferrero. Donc ça, c'est produit, hein, c'est évidemment importation. Qu'est-ce qu'on peut regarder qui sort vraiment? Bah voilà, Snickers, M&M's, Twix, Kinder Bueno en bas. Comme vous pouvez le voir, en type de barre, donc comme Ludovic a dû, on vous le montrera sur la fin pour vous montrer ce contraste. On a très très peu d'offres sur les tablettes de chocolat. Vous devez compter, allez, avec le Lindt, le Lock. Là on a du Toras, nouvelle marque. Ouais, allez, en étant large, vous avez moins de 10 marques présentes sur les tablettes, avec très peu d'origine. D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder ensuite dans un deuxième temps. Enfin voilà, pour vous donner vraiment une idée, on est vraiment aujourd'hui, encore ici, sur le pays du café, et pas du tout sur le pays du cacao, ou du pays du chocolat. Malgré qu'ils consument quasiment tous les Colombiens du pays consomment le chocolat chaud, ce qu'on appelle, le chocolaté des mesas, le matin ou le soir. Mais vraiment la dégustation produits gourmets ou chocolat en tant que tel ou tablette comme chez nous, très peu, voire inexistant dans certaines zones. Et puis malheureusement on retrouve beaucoup aussi, ils sont très friands du sucre. Donc on retrouve aussi forcément ces types de barres chocolatées qu'on a chez nous, des grands distributeurs et grands transformateurs de cacao. Pour vous donner une idée, puis après je reviendrai sur la partie chocolat, je vais quand même vous montrer la deuxième. Vous voyez, là vous avez une gondole Jet. Donc Jet c'est quoi? C'est du sucre, on peut le dire comme ça. Ça appartient au groupe industriel national de chocolaté qui ont déjà en achat de fèves, ils contrôlent à peu près 75% du marché. Donc c'est vraiment du monopole ici en termes de sourcing cacao et distribution de produits dérivés. Donc voilà, toutes leurs, voilà, ça c'est les Colombiens, tous connaissent Jet. C'est une marque emblématique. Et vous voyez, il y a une espèce de gondole faite justement pour leurs produits. Donc là, vous voyez, très beau produit de cookies and cream. Enfin voilà, tout est sucre. Aucun programme sur le cacao, sur les producteurs. D'ailleurs, ça me fait penser, on regardera après sur les tablettes pour voir s'il y a quelques programmes ou quelques labels par rapport à nous en France où il y a énormément d'acteurs labellisés. En tout cas, il y a au moins des rayons et des segments où on peut trouver des offres assez diverses. Et là, c'est le petit rayon voilà, pour Nutella et le Jet. Voilà, donc on retrouve National. C'est vraiment deux compagnies, voire trois compagnies qui se partagent tout le marché. Donc forcément, l'offre est restreinte et adaptée vraiment au goût colombien. Et je pense que Ludo ne me contredira pas en disant qu'ils adorent vraiment le sucre. Donc finalement, tout ce qui est tablette d'origine, 70% et au-dessus, aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les habitudes de consommation des Colombiens. Et c'est ce qu'on essaye de changer avec notre travail sur place. Enfin, ça prend du temps parce que c'est éduquer les palais, c'est changer ses habitudes de consommation, c'est aller à la découverte aussi de nouveaux produits. Donc voilà, il faut respecter la culture de chacun. Mais on essaie aussi de leur faire comprendre que de manger du sucre, ça leur fait pas forcément du bien, et puis ça valorise pas les producteurs non plus parce qu'il y a très peu de cacao. Et donc c'est des cacaos conventionnels. D'ailleurs, comme vous le remarquerez là, pour finir, on y reviendra, la plupart des cacaos finalement ici, alors que moi-même j'ai une filière cacao, ce sont des cacaos d'Afrique. Donc c'est aussi un autre paradoxe, à part les jumbo et les nationales que vous avez en bas et que je vous montrerai ici. Enfin, forcément sont fabriqués avec les cacaos de Colombie, mais c'est des cacaos conventionnels, mal fermentés, pas de qualité,
très peu enfin zéro traçabilité. Je les ai vus de mes propres yeux, c'est des lots que jamais, comme on dit ici, ni muerto, j'achèterais. Bon voilà, c'est vraiment autre chose. Je vais quand même faire un aparté, si vous me le permettez. Donc voilà, déjà, je vais vous montrer un petit peu. Je vous disais que c'était très grand. Hein. C'est très grand. Et ça, c'est même pas, c'est la moitié du premier étage. Ça s'étend même tout au fond là-bas et tout au fond derrière les vins. Vous voyez, par exemple, en vin, j'ai énormément plus d'offres, vins et bières. Mais je vais vous montrer justement, j'en profite, vous voyez, tous les vins. Alors que ce n'est pas du tout des consommateurs de vin au départ. Donc encore une fois, un beau paradoxe. Mais je vais vous montrer quand même le café. Parce qu'on est un pays, on est le troisième exportateur de café. Voilà, le rayon commence ici. Il y a même du lyophilisé, type cappuccino en poudre. On retrouve Nescafé. Marcoma, c'est une marque nationale. Encore Nescafé. D'origine, c'est d'ailleurs un partenaire à moi dans la filière cacao, qui exporte et qui fabrique du café. Donc voilà, Nescafé, Oma colombien. Sello Roro, on va dire que ce qu'on appelle la pasia, c'est-à-dire le très mauvais café, bien évidemment reste dans le pays, et puis le café premium et plus spécial sort sur l'exportation, hein, c'est comme beaucoup de filières. Donc voilà, un café qui est très très consommé en Colombie parce que c'est le moins cher. Donc vous le trouvez à peu près partout. Hein. Voilà, c'est du thé, donc non. Et puis après, voilà, ce fameux rayon, enfin, cette petite partie des étagères pour le chocolat, ce qu'on appelle chocolater des messages, je vous disais, c'est l'équivalent de notre poulain. Et encore, ça c'est très souvent artisanal, c'est du 100% liqueur, donc il n'y a pas de sucre pour la plupart. Et c'est en forme de petite barre. Voilà, vous voyez sur la photo. Si on la voit bien, vous voyez, les deux petites barres là, donc on décroche une barre, on la met dans de l'eau, dans du lait, on ajoute du sucre et on se fait son petit chocolat. Donc voilà, ça c'est vraiment le marché colombien. Et on a derrière aussi, j'espère que j'arrive à pas trop bouger la caméra, enfin moi c'est à peu près ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelait, donc le Milo, l'équivalent, voilà, Nesquik, poulain. Ben voilà, Nestlé. Encore une fois, et puis après, voilà, ça va pour les bébés, on n'y est plus. Enfin voilà, vous voyez, c'est pas, l'offre n'est pas énorme, et puis après, les gondoles, ça c'est ce qui me choque toujours, c'est des produits pur sucre. Je vais en prendre un. Pour en plus les avoir goûtés, non, pour savoir de quoi je parle. Voilà, c'est des taux de graisse assez... Non, attendez. Donc voilà, du sucre, la farine de blé en fortifié, du sucre, de l'eau, extrait d'œuf, une graisse végétale, comestible, sucre de lait, humectéfiant. Il n'y a aucun pourcentage, c'est pas du tout la proportion. Voilà, et puis une liste de sodium, sel, graisse, carbonate de calcium, enfin voilà, une belle liste de produits chimiques ou de conservateurs, et rien de naturel. Et ça voilà, c'est 50% les deux unités, enfin 50% sur la deuxième unité achetée, enfin voilà, c'est typiquement le type de, le type de produits qui sont en discount ici, et qu'on met en promotion, au lieu d'aller chercher des produits plus sains, plus gourmets, disons qui apportent plus de qualité organoleptique, d'apport nutritionnel, dont par exemple les chocolats à 70 et plus en pourcentage. Enfin, voilà, donc on va dire qu'on a au moins quasiment en rayon, en longueur, on a à peu près le triple d'espace, ouais, je dirais, ouais, quasiment 3 fois plus de produits sur le café, donc c'est bien logique. Mais on peut remarquer quand même rapidement, même si je vais très vite, que la moitié quasiment c'est du Nescafé comme marque. Et il faut savoir que Nescafé source en Colombie
40% de son café, j'imagine que Ludo, toi en a parlé, j'ai loupé, ou le sait en tous les cas, mais source 40% du café vendu par Nescafé dans le monde vient de Colombie. Donc c'est assez marrant aussi de retrouver des produits Nescafé dans les rayons du propre café qui source. Et pas de voir autant d'acteurs locaux et régionaux et nationaux comme on aimerait les voir. Donc pour revenir à mon thème plus spécifiquement, ce que j'aimerais faire comme exercice avec vous aujourd'hui, c'est prendre une ou deux tablettes de chocolat et regarder un petit peu. Donc les lignes, on les connaît. Puis Ludo a des belles photos pour conclure notre séance d'aujourd'hui, pour vous montrer vraiment cette différence dans l'offre. Mais je vais prendre celle-là par exemple, je l'avais repérée la dernière fois. Donc ingrédients, donc cacao, donc c'est de la masse de cacao, donc c'est du ce qu'on appelle liqueur ou pâte, sucre, du beurre et de l'émulsifiant. Bon, la lécithine, ça c'est à peu près normal. Mais voilà, on a, donc ils disent 85%. Là, qu'est-ce qu'on a? On a apparemment un programme qui serait un programme de développement durable qui fournit, voilà, qui appuie au développement socio-économique des petits producteurs en Colombie. Mais vous voyez, le problème, c'est que par exemple, ils mettent gluten free, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas de lait, vegan, pareil. Donc c'est forcément gluten free et vegan. Par contre, vous voyez déjà du marketing qui n'apporte rien. Et par contre, on n'a aucune idée du programme, de quelle région, de quel groupe de producteurs. Donc, voilà, c'est ce que j'appelle du faux marketing parce que tout le monde pourrait dire que on apporte dans le développement des petits producteurs en vendant ces tablettes, mais on n'a aucune preuve, on n'a aucune traçabilité. Alors là, il y a un QR, il faudra regarder, mais on ne sait pas si ça renvoie sur le programme ou pas. Voilà, donc c'est le type de choses qu'on essaye de lutter sur ma filière aussi, d'apporter beaucoup plus de transparence jusqu'au jour où on arrivera, c'est le cas avec deux de mes producteurs, on peut arriver jusqu'à la plantation, leurs photos de famille. Enfin, voilà, on est sur cet exercice, que le consommateur puisse vraiment aller voilà, retracer toute l'histoire. Donc LOC qui est une compagnie qui a réussi à avoir un marché sur les compagnies aériennes, notamment Avianca ici en Colombie. Sont deux anciens industriels du café et du cacao qui se sont unis, une femme, un homme. Et ils ont commencé à développer une marche, mais encore une fois, beaucoup de marketing. Ils se sont très bien implantés, hein, je dirais. Mais pareil, très difficile de localiser leur production. Vous voyez, les producteurs, on n'en parle pas. Ils font simplement un petit brief historique sur que, disons que 8% de la production mondiale sont pour des cacaos fins et d'arômes. Et la Colombie, on n'est même pas je crois, on est à moins de 3% de la production mondiale aujourd'hui en volume. Bon voilà, pas grand chose, si ce n'est bon, le pourcentage, ok, c'est mieux. Origine Colombie, donc ça c'est très bien. Mais voilà, on a encore pas de. Voilà, on n'a pas cette relation directe, ou en tout cas plus explicative sur d'où vient le cacao, quelle variété ce serait, quelle association elle provient, même de quelle région, quelle localité. On va parler de la localité. Quoi d'autre? Ça aussi c'est un nouveau produit. Donc là ils nous disent que c'est du criollo forastero, ce qui est difficile à croire. Parce que y a très peu de forastero ici. Et criollo pur comme ils le disent. Il faudrait préciser comment. Donc encore une fois on est sur du gros marketing dès le départ. Donc les ingrédients ok. Donc ils le répètent en différentes marques, en différentes langues. On a cacao 90%. Ça a été importé par Eurocall, comme vous le voyez. Et puis la table nutritionnelle, qui est un peu plus informative que ce qu'on avait vu sur la précédente, où elle n'y était même pas. Mais voilà, ça c'est pur marketing, vous voyez. Ils mettent criollo parce qu'on sait que ça se vend et que souvent d'ailleurs les professionnels sont assez sensibles à criollo parce que c'est un des meilleurs cacao. Enfin c'est le meilleur cacao, la meilleure génétique du monde. Il y en a très peu aujourd'hui en pur. D'hybride. Enfin voilà, donc on sait rien, c'est joli, mais ça ne nous dit pas grand chose. Et par rapport par exemple à un Lint, pour finir ici, donner une petite touche sur. Voyez, bon là déjà il y a une petite photo là-haut, donc ça fait un peu plus gourmet.
Qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, vous avez la table nutritionnelle, bon, écrite, elle n'est pas mise sous forme de tableau, mais au moins on l'a. Les valeurs nutritionnelles, ok. Donc importé normal. Ouais, bah il n'y a pas, vous voyez, ça correspond à aucun programme. Pareil, aucune traçabilité. On ne sait pas d'où vient le cacao. Voilà. Bon. Donc si j'accentue vraiment mon message là-dessus aujourd'hui, c'est parce que avec Ludo, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire comprendre aux consommateurs, aux professionnels, que même aujourd'hui où on entend souvent parler d'innocuité, de traçabilité, de production propre, de prix juste, on sait très très rarement d'où viennent les cacaos, à qui ils ont été achetés, encore moins à combien. Et puis finalement, c'est des jolis marketing. C'est très difficile de vérifier la filière et les dessous, les coulisses. C'est pour ça que Ludo et moi, on a quand même cette crédibilité. Et puis on a eu la chance et puis peut-être le culot aussi d'aller se mettre au fond des filières. Et puis moi, par mon biais, d'en créer une en même temps. Donc du coup, je sais exactement d'où partent les cacaos, avec qui, comment. Donc j'ai énormément appris en faisant ça, en faisant cette construction. Et puis l'autre débat, c'est le problème j'ai envie de dire, des produits. Il n'y a pas beaucoup de produits très sains. Quand vous avez moins de 50% de cacao, c'est-à-dire que tout le reste, c'est soit du lait, soit du sucre. Plus, ça peut être additif et notamment vanille, des extraits ou autres. Donc finalement, encore une fois, le cacao n'est pas à l'honneur. Dans les 70, vous venez de vous voir, ou au-dessus, on a très peu d'offres, très peu de marques, pas mal d'obscurantisme. Si vous voulez savoir simplement d'où est venu le cacao, on ne le sait pas. Donc c'est un problème. Après, il y a une loi qui est en train d'être acceptée, enfin elle est passée plusieurs fois en projet. Il me semble qu'elle a été, pas ratifiée, mais en tout cas qu'elle a été validée. Et ça serait de voir maintenant indiquer dans tous les emballages la provenance de la matière première, au moins le pays. Alors, par contre, si c'est d'Amérique, si c'est en Europe, il faudra mettre Europe, donc vous ne savez toujours pas non plus où c'est. Ça ne concerne pas forcément le cacao, il n'y a pas de cacao en Europe. Mais voilà, ça peut être Afrique, ou alors dire Ghana, mais vous ne savez pas, ou Colombie, mais vous ne savez pas non plus dans quelles conditions ça a été acheté, si ça a été bien acheté. Vous n'avez pas cette traçabilité produit. Donc on va très lentement au niveau des systèmes de réglementation, et ça favorise toujours les industriels, parce qu'eux sont 100 fois ni loi à ce niveau-là, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Ils achètent, j'ai vu des lots se consolider pour des exportations. Il n'y a pas de contrôle phytosanitaire, il n'y a pas le contrôle de cadmium dont on parle, il n'y a pas de traçabilité, les cacao arrivent mélangés de toutes les régions possibles, il n'y a pas de traitement visuel de qualité, enfin il n'y a rien, je veux dire, c'est purement de la matière première comme de l'aluminium, c'est pareil. Et encore, j'imagine qu'il y a plus de normes sur l'aluminium dans certains cas. Voilà, donc ça c'était un bref aperçu. Puis je vous le dis encore une fois, j'insiste, c'est vraiment une très très grande surface. Donc imaginez des magasins plus petits ou des épiceries. Voilà, l'offre se résume à ce qu'on a vu, des produits des deux industriels qui monopolisent l'achat et la distribution des produits cacao et chocolat. Et c'est tout. Après au niveau prix, peut-être une conclusion prix. Forcément c'est de l'importation. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir maintenant de reconnecter avec Ludo, puisqu'il a dû faire aussi cette petite étude rapide, mais pour vous donner un prix d'un Lean 85% ou d'un 70 classique ici. Alors 15 690 aujourd'hui, je crois qu'on est à 4005, 4 x 4, 16. Ouais, on est à peu près à 3,80, allez, 3,80 euros, 3,80 € la tablette de 200 grammes. Il faudra regarder avec Ludo en France. Et ensuite, vous voyez par exemple ces nouveaux qui arrivent avec du gros marketing organique. Et je vous le dis très clairement, comme je le pense, c'est du pur marketing parce que vous n'avez rien, vous avez énormément de textes qui traduisent simplement le même texte en 6 langues, une table nutritionnelle, voilà, c'est tout. Donc c'est assez scandaleux. Ça c'est du mensonge, Criollo Forastero. À la fois ça veut rien dire et en plus c'est mensonger.
et il est au même prix qu'un Grégory, Nestlé, voire même plus cher. alors, nous, pour faire une référence, je vais me permettre de couper le Lint, il est environ à 1,50 € jusqu'à 2,20 € la tablette. Ok. Et il y a j'en profite pour te poser une question que Catherine est en train de me demander, c'est est-ce qu'il n'y a pas une gondole consacrée aux produits labellisés sur le terroir? Non, justement, c'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure la gondole sur les produits chocolatés les Messas, ce qu'on appelle, ou chocolat en poudre. Mhm. Et puis celle-ci de Jet, voilà, les gondoles qu'on a, c'est des produits nationaux qui sont à minimum 50% de sucre, ou 30 de lèvres et 40 de sucre et à peine 30 de caca. Et encore, on ne parle pas de fèves, on parle de beurre ou de liqueur. Donc oui, voilà, c'est l'état des lieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à un commentaire que je voulais faire. Ouais, et puis le plus scandaleux, c'est que vous voyez, ça, normalement, devrait être une marque. Donc voilà, donc ça c'est importé aussi, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est aussi cher. Mais le Loc, par exemple, vous voyez, il est produit ici. Mhm. Il est origine Colombie, 70, on est à 12 390. Et le Lint, que je vous disais, il est à... tac, bah tiens, vous avez même... tac, tac, 15 000, allez, il y a 3000 pesos d'écart, on va dire aujourd'hui 70 centimes, 65 centimes. Donc bon, je pense que ce prix-là est beaucoup trop cher. Faut pas oublier un ratio. Ici en Colombie, la plupart des gens, c'est-à-dire qu'on est allez, pas loin de 50 millions aujourd'hui, et vous me croirez ou pas, mais c'est des chiffres, plus de 43 millions de Colombiens ne gagnent pas plus de entre 3 et 6 millions de pesos par mois, et plus de 30 à 33 millions gagnent le salaire minimum ou 2 salaires minimum. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire minimum, c'est 230 €. Donc quand vous avez 2 ou 3 enfants, un mari, une maison, un appartement piteux état, ce genre de prix, c'est comme vous dire une Mazda et une Mercedes, quoi, pour vous donner une idée, ou même la Logan, voilà, accessible la Logan à des classes pauvres ou moyennes, la Mercedes beaucoup moins. Donc ce genre de prix, ça paraît pas, mais c'est des prix Mercedes. Donc c'est aussi ça le scandale. Et bon, voilà, c'est l'état actuel des choses. Et puis sneakers, plein de sucre, bon, il arrive à 3190. Pour vous donner l'exemple, une petite tablette Jet en concurrence, voilà, elle est à 2690 et vous en avez plus. Donc là, voilà, là on sent bien l'industriel national qui fait son travail. Donc il est dessous en termes de prix. Il a des plus gros volumes en termes de ce qu'on a en produit, donc en grammage. Par contre, c'est du sucre contre du sucre. Enfin voilà, le constat pour moi il est simple, et puis pour vous j'imagine. On n'est toujours pas un pays de consommation de bon chocolat. C'est normal, hein, chaque pays a sa culture. Par contre, on peut consommer des très très bons cafés en Colombie. Ça, parce qu'on vient de là. J'espère que la Colombie ira de plus en plus vers une consommation de chocolat plus gourmet, plus fine, plus saine aussi, et puis plus respectueuse des producteurs. Mais bon, plus je regarde le rayon et plus je m'aperçois que ce qu'on voit vraiment et qui sort des yeux, bah, c'est l'import, beaucoup d'import, et puis surtout de marques, hein, comme on disait, Ferrero, Lindt, c'est le même groupe. Hein. Avec donc une référence très européenne et des prix quasiment 2 fois plus chers que l'Europe même parce que c'est importé. Oui, bah alors c'est l'autre débat, c'est qu'il y a des gros coûts d'importation selon les lignes de produits importés. Moi j'ai eu des amis dans le vin et 1 an et demi, il y en a un qui a mis à faire certifier, licencier ses produits, enfin toute la partie administrative, ça a été 1 an et demi de bataille en plus, hein, parce que c'est pas simple, ils ne font pas la vie facile. Faut savoir qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas une bouteille de vin en Colombie, maintenant il y en a plus que la bière quasiment, dans certains cas. Comme vous le voyez, c'est une offre assez importante. Tout ça, c'est du vin. Donc voilà, c'est des paradoxes qu'il faut, comme me dit des fois ma femme, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut juste accepter tel que c'est. On ne peut pas tout comprendre en Colombie, mais moi, ça me paraît effarant qu'on soit producteur de cacao, on ne produise pas une goutte de vin, et qu'on ait autant de vin. et aussi peu d'offres chocolatées. Bon.
Après, c'est peut-être moi, hein. Bah oui, finalement, l'idée c'est quoi derrière tout ça et de vous montrer tout ça, bah, de mon côté, et puis je laisserai peut-être conclure Ludovic, c'est de remarquer qu'un produit producteur de café, parce que même de café, on a la moitié qui est de l'offre importée. On est producteur de café, on est 3e du monde, on est reconnu, donc c'est quand même dingue de ne pas voir ces petits producteurs. Et ça, sans le dire, je pense que vous en tirerez les conclusions. Ça veut dire qu'on est bloqué ici au niveau de l'offre et au niveau de la valeur, c'est-à-dire de transformer et d'amener des produits avec plus forte valeur ajoutée pour les producteurs, donc de ne pas simplement vendre de la graine, enfin du café vert comme on dit. Deux, pour moi en cacao, c'est le même constat. Il n'y avait même pas un produit artisanal d'une association de producteurs et ça existe. Après, il y a beaucoup de problèmes sur les coûts pour avoir les licences et les acceptations administratives, parce qu'il y a des choses, bien évidemment, des procédures phytosanitaires à mettre en place dans la fabrication. Donc, il y a un monopole gigantesque de grands monstres qui sont Lucaire et National. Donc vous voyez la plupart des produits et les produits en gondole. Donc, on ne fait pas du tout lumière non plus sur les autres produits, ce qui est un peu embêtant. Et la troisième chose, effectivement, ce niveau de prix, que ce soit sur du national ou de l'international, il est forcément destiné à des populations avec un peu de moyens. Donc ça aussi c'est embêtant parce que la plupart ne les ont pas. Donc voilà, c'est déjà 3 freins assez importants qui font que pour faire développer la filière cacao et la consommation saine de chocolat, c'est compliqué. Et c'est un projet de vie. On essaie d'accompagner déjà les producteurs à faire un bon cacao et qu'il soit bien acheté par les acheteurs professionnels, qu'ils soient chocolatiers ou transformateurs pure origine. Et voilà, il y a encore un énorme travail à faire en produits finis ici, comparativement à chez nous. Bien que chez nous, il faut savoir, et je terminerai là-dessus, il ne faut pas non plus croire que tout est bio, tout est bien fait, parce que j'ai été au cœur de ces dossiers-là, et l'offre bio reste très marginale, même si on a l'impression de l'avoir beaucoup. Elle représente à peine 3% des produits en général dans le monde. C'est très minime. Et puis, je finirai vraiment là-dessus. Il faut savoir que pour des groupes de producteurs, c'est très compliqué de passer une certification bio, parce que dans mon cas, ils sont très pauvres. Donc de toute façon, c'est bio, enfin c'est organique. D'accord ? Ils n'achètent pas de pesticides, ils n'ont même pas l'argent pour des engrais. Donc c'est basiquement, c'est l'eau de la pluie ou des rivières qu'ils ont à côté, s'ils ont la chance d'avoir des sources, du soleil, et puis le terroir, et puis l'amour et le soin qu'ils en prennent. Mais par contre, pour passer la certification, on leur demande 15-20 millions. On leur demande aussi de repayer 15 millions tous les ans pour garder la certification. Donc s'ils n'ont pas un marché qui valorise ça, c'est très compliqué. Puisqu'effectivement, vous payez. C'est comme payer pour un emprunt de voiture que vous n'avez pas la voiture. Donc je ne sais pas si l'exemple est bon, mais ce que j'essaie d'exprimer, c'est que finalement, on les coince. Et en plus, il y a 3 ans de transition à faire par rapport au terroir, s'il y a eu des cultures au préalable qui n'étaient pas bio. Donc voilà, c'est plein de dessous, encore une fois, donc personne communique. Et comme j'ai fait l'investigation 3 mois pour moi-même mes producteurs, je peux vous garantir que ce que je vous dis, c'est vrai. Donc vous pouvez avoir des produits très bons, qui ne sont pas labellisés bio, mais qui sont encore plus organiques que le fameux label bio. Et ça, voilà, c'est des débats de fond, d'experts, de gens qui connaissent bien les coulisses, mais voilà, ça, c'est des choses dont on ne parle jamais. J'imagine que Ludo a à peu près le même retour sur le café, au moins en partie. Enfin voilà, j'espère que, désolé pour avoir été assez rapide, concis et si, je n'ai pas laissé beaucoup de pauses à des questions ou des espaces, mais l'idée c'était voilà, vous montrer déjà un petit... Nous fait un petit coucou et puis après, voilà. on fera la conclusion à ce propos. Merci en tout cas d'avoir pu intervenir dans le Jumbo et d'avoir vu un peu les coulisses, disons la façon dont les Colombiens aussi consomment à la fois le café et le chocolat. Assez tristement, mais bon, c'est une réalité. Et c'était intéressant de voir les deux points de vue. Bon, je vais faire la transition en montrant le plus possible l'étendue de gamme qu'on a nous en France. Et c'est aussi grand. Ce serait pas mal. Et puis, une question de ma part à toi, Ludo.
comme malheureusement, tu le sais, hein, je t'avais avisé, j'ai pas pu me connecter avant. Et bon, cette fois, comme tout le monde, je vais être ravi de voir le replay. Mhm. Comment ça s'est passé avant de finir avec les photos ou alors finir avec les photos et tu m'expliqueras après, mais comment ça s'est passé aussi ton micro-trottoir? Parce que je suis assez curieux de savoir, finalement, bon, ce contraste, on le sait tous les deux, pour avoir vécu dans les deux pays et toujours d'ailleurs être ici de mon côté, mais voilà, si tu peux me donner un petit mot aussi de la fin sur. Je serais ravi de t'écouter. Ben non, sur le micro-trottoir, effectivement, on le mentionnait avec les auditeurs, c'est vraiment le goût et la façon, le prix qui fonctionne dans la grande distribution. Euh, Après, selon l'usage, il va y avoir, et on l'a constaté, selon l'intention d'achat, que ce soit en boutique ou en grande surface, il va y avoir des critères qui vont être un petit peu différents, mais surtout, c'est le goût et le prix qui ressortent comme des critères importants d'achat. Que ça soit dans le café comme dans le cacao, les comportements sont quasiment parallèles et similaires. Donc, c'est Pour le intéressant. comprendre, ça voudrait dire que plus le goût me plaît, plus je suis prêt à mettre le prix. Oui, Quelque chose comme ça? oui, je pense. Et puis, aussi une focalisation, en tout cas pour les gens qui sont en grande surface, de praticité, d'usage et d'achat dans la grande surface, de pouvoir tout acheter dans un seul et même lieu pour gagner du temps. Ouais, moi, j'ai C'est beaucoup drôle, remarqué c'est en ce qu'on faisant la avait. Ouais. que les gens en supermarché n'ont pas souvent le temps de répondre parce qu'ils ont une attitude de vouloir venir faire leur course et non pas de faire autre chose. Et on a l'impression qu'ils courent après plus le temps et ils font la même chose pour l'achat. Ça vaudrait le coup de mettre une petite caméra à un angle de rayon, de voir le temps décisionnel que les gens prennent pour un chocolat ou un café. C'est c'est de l'instinct pris routine, pris avec la routine. Ok. Mais donc, tu n'as pas réussi à, parce que c'est pas facile d'ailleurs, mais à comprendre la racine. Par exemple, quelle a été, pourquoi tu vas à Poulain dès la première fois et tu restes avec Poulain et t'as pas été. Tu vois ce que je veux dire? Quel a été cette déclencheur initial de se dire pourquoi on achète cette tablette aujourd'hui? Forcément, les goûts sont différents, mais je veux dire, tu peux essayer Lean 85 et rester toute ta vie avec ça, mais aussi ajouter d'autres produits ou d'avoir envie d'aller découvrir ouais, d'autres saveurs, d'autres arômes, d'autres origines. Il n'y a pas pu avoir ce débat. L'amplitude du panel ne le permettait pas et c'est vrai qu'aussi il y a sur beaucoup de consommateurs une routine qui s'installe ou de la publicité aussi qui est liée à l'imaginaire de certaines marques comme Carte Noire ou Poulain qui sont indétrônables dans beaucoup de têtes. Donc ce Et côté se laisser guider, finalement, c'est plus de l'achat passif. Il n'y a pas ce oui, côté peut-être maintenant découverte. Bon, donc c'est marketing, et on se laisse un peu guider par celui à qui j'ai le plus vu ou entendu ou qui a martelé le plus le message, quoi. et après c'est la routine et sûrement le goût qui fait que les gens apprécient. Mais c'est comme on le mentionnait, en comparant nos produits à ceux de la filière industrielle, c'est là qu'on s'aperçoit d'une grande différence. Mais combien de gens l'ont fait? Il n'y en a pas tant que ça qui se dédient, qui cassent cette barrière industrielle, disons. D'accord. Bon, bah alors vas-y, je te laisse montrer à nos chers auditeurs s'ils préfèrent être en France ou en Colombie pour aller faire leur choix de leur café ou de leur chocolat. Je crois que ça va être mieux. Bah, je sais pas, enfin bref. Merci en tout cas, Greg. Je t'en prie. Et puis, eh bien, on se voit, nous, on se rappelle à très bientôt. Allez, On partagera les images pour finir. bon après-midi à toi. Allez, merci à vous et merci de votre suivi et d'être à l'écoute de nos webinaires. En espérant vous Salut, revoir au Greg. prochain épisode. Salut Ludo. Merci à tous et à toutes. Ciao. Ciao. Bon, voilà, c'était très intéressant d'avoir l'intervention de Grégory, de voir un petit peu les deux modèles de filière industrielle. On pourrait résumer un petit peu aussi la situation du cordonnier mal chaussé, hein, tout simplement. Ces deux pays qui produisent à la fois du café et du cacao et qui, dans les deux cas, n'ont pas une gamme très ample des produits. Et à contrario, disons, la France possède quand même une plus grande gamme avec un petit peu plus on va dire, de conscience, même si on n'est pas des pays producteurs. Donc, Grégory me parlait, et je vais reprendre un petit peu la question de Catherine, parce que c'est vrai que la connexion avec Greg est un petit peu compliquée en direct
supermarché. Catherine nous demandait est-ce qu'on a essayé, nous, d'approcher les acheteurs de ces supermarchés, c'est-à-dire les négociateurs, hein, les négociateurs de supermarchés. On y avait pensé, hein, ça a été un petit peu court pour nous de pouvoir organiser cela. Et ça pourrait être intéressant de voir avec eux comment ils choisissent leurs produits. Bon, on est d'accord que, comme je vous le disais, un rayon va fonctionner comme une location. Il faut imaginer le rayon comme un lot qui se loue. Et en fonction de l'argent mis, on va avoir plus ou moins un grand lot. Donc c'est de la location d'espace. Dans tous les cas, qu'il y ait une vente ou pas, la marque doit payer sa location. Et ensuite, s'il y a vente, il faut que, bien entendu, correspondent aux conditions de fonctionnement du supermarché. Donc, c'est-à-dire qu'il faut un produit qui soit standardisé constamment, ce qui est très difficile dans le monde artisanal. Hein. Pour les chocolatiers ou comme les producteurs de café, pardon, on arrive à une exigence où là, c'est la standardisation de goût. Donc, c'est des conditions d'adhésion un peu compliquées. Il faut parfois rajouter du sucre ou peut-être en mettre moins. Pareil dans le café, il faut peut-être augmenter la torréfaction parce que les années changent. La nature évolue aussi. Donc, c'est très compliqué pour certaines marques. Et puis, en parlant non pas seulement du goût, mais aussi de la quantité, du volume, il faut pouvoir alimenter toute la chaîne, toute la distribution que ces grands distributeurs ont. Donc, c'est parfois trop compliqué ou des normes trop difficiles à assumer pour des petits et moyens producteurs. C'est aussi une des raisons pour laquelle on les voit peu. Je vais vous partager, en parlant des producteurs, une image et plusieurs images qui ont été assez troublantes, hein, parce que lorsqu'on travaille dans le métier du café comme du chocolat, c'est parfois un petit peu hallucinant de voir ces comportements. On va regarder, je vais vous montrer. Donc, alors, attendez, je retrouve le document. Grégory vous parlait à l'instant des certaines images. Alors, partager l'intégralité, c'est plus facile. Alors, voilà. Ici, il s'agit d'un produit qui indique que c'est des Pura Arabica, des petits producteurs. Pura Arabica, on voit commerce équitable. Et là, bon, on a la version espagnole, mais donc en français, donc ils ont sélectionné les meilleurs grains et le meilleur café qui a été torréfié de manière artisanale, selon les conditions ancestrales, et on va dire empaqueté sous vide. Un café équilibré, parfumé. Donc là, il y a plein de logos. On a le Fairtrade, on a le World Fair Trade Organization. C'est la marque donc Malongo qui est très connue. Et par contre, on n'a aucune origine. Je ne sais même pas d'où vient ce café. On parle de commerce équitable. Je vous parlais des petits et moyens producteurs. Là, c'est marqué en gros. Des petits producteurs. On n'a aucune origine. Et croyez-moi, j'ai cherché et en voyant cette boîte, j'ai été assez surpris. Vraiment. De voir des photos de producteurs on n'a aucune origine et pourtant c'est des vrais gens qui ont sûrement été prises. On ne sait même pas si ces photos appartiennent vraiment à la marque Malongo, si c'est vraiment des producteurs d'un seul et même pays. Je pressens que c'est l'Amérique du Sud, mais on peut qu'imaginer. C'est quand même hallucinant de voir un produit qui met clairement l'accent sur la petite production sans avoir ni l'origine, ni savoir où va cet argent. Après, dans le Fairtrade, on va avoir café issu de commerce équitable, donc cultivé par des producteurs certifiés et commercialisé selon les standards du label Fairtrade, à 100% du poids total. Voilà, c'est tout ce qui est indiqué. Donc, bon, comme disait Grégory, c'est parfois un peu déroutant. Donc voilà, ça c'est la petite transition pour le café. On parlait du chocolat. Voici ce qu'on a en France. Comparé à ce que Grégory nous montrait, déjà, c'est une partie du rayon. Donc là, on a une quantité énorme de goût, saveur, mélange, origine, pas tant que ça. J'en ai trouvé 3 avec origine mentionnées, surtout Côte d'Ivoire, Équateur et Pérou. Les autres pays apparemment n'existent pas dans le chocolat.
Donc là, c'est une partie du rayon chocolat. Donc, voilà, ça c'est la deuxième partie avec une bonne un bon centre ici situé pour Lindt. Là, on a d'autres marques. Donc ça n'a rien à voir avec ce que Grégory nous présentait. On a un gros groupe Nestlé aussi en bas. Et puis, on va avoir aussi un produit qui était assez déroutant. Et je vais conclure là-dessus parce que c'est aussi la technique. On a ce gros packaging qui va nous mettre ce chocolat noir de 70% et rémunère au juste prix son producteur. Là, on a ce petite bulle, voilà, c'est qui le patron, la marque du consommateur, bon responsable, pur cacao, cacao de Côte d'Ivoire. Et maintenant, je vous laisse regarder le prix qui dit 1,08. 1,08 €. On remonte un petit peu et on revient sur la phrase rémunère à juste prix son producteur. Donc, voilà. Donc, quand on voit le prix et l'annonce faite, qui est en gros, hein, parce que c'est clairement l'orientation communicative qui est faite pour ce produit-là, et qu'on voit le prix, on est quasiment complètement dérouté, et c'est pour ça que je l'ai pris en photo. C'est vraiment du marketing pour vraiment vendre et mettre la tendance du petit producteur en lumière, mais dont la réalité est loin d'être vraie. Donc c'est ça qui est un peu la conclusion de notre présentation, c'est que, comme diraient certains, le papier ne refuse pas l'encre, on peut écrire ce qu'on veut, on peut déformer aussi. Apparemment, il y a beaucoup d'usages pour la vente, en tout cas, qui arrivent on va dire, à mentir, parce que c'est du mensonge. On ne peut pas bien rémunérer un producteur avec une tablette à 1,08 €. Il faut aussi ratterrir. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui y croient et qui considèrent que ce produit va correspondre à leurs attentes en disant voilà, je fais attention, le packaging le dit, mais la réalité aussi, il faut essayer de se connecter à cette réalité. Et c'est ça le juste équilibre pour tous ces produits-là. C'est pas seulement de dire allez consommer là ou là, c'est simplement de dire reconnectez-vous à ce qui est réel. Et imaginez maintenant qu'à 1,08 €, on va inclure le transport, on va inclure le produit, on va inclure la matière première, on va inclure les cueilleurs, le packaging, le transport et la distribution. Et tout ça doit être équilibré. Donc, bon, il faut remettre les choses dans le bon sens et c'est toute la technique de ces filières industrielles, de bouleverser tous ces codes pour que justement après, un produit comme les nôtres qui vont être, ou comme les chocolatiers, ou comme des torréfacteurs de café, vont avoir des prix beaucoup plus importants. Eh bien, les gens vont se dire, oui, mais le prix est quand même trois fois supérieur. Donc, ils se posent des questions. Et cette question-là, souvent, on ne l'a jamais répondue. Donc, c'est aussi tout le travail qu'on fait durant ces différents modules pour essayer de ratterrir et rééquilibrer tous ces points et qui justifient un prix, qui justifient un travail, qui justifient aussi un produit dans son intégralité. Voilà un petit peu la conclusion de cette présentation. On arrive au terme de cette présentation. Donc, c'est enregistré. Vous pourrez la revoir sur YouTube pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Le prochain module, donc c'est en continu, c'est au mois d'août. On fera une petite pause et on vous la présentera. C'est tout simplement, on fera un dialogue entre moi et Greg. On vous racontera un petit peu nos chemins, comment on en est arrivé à présenter ces produits-là, à avoir cette passion qu'on vous partage depuis aujourd'hui 7 mois. Donc voilà, on fera une présentation mutuelle et puis vous pourrez aussi l'occasion pour vous de nous poser des questions en direct. Je sais que beaucoup sont arrivés à nous poser des questions au fur et à mesure et ce sera aussi l'occasion pour vous de les poser. Donc ça sera donc le 30 août, le lundi 30 août. Vous pouvez faire une petite croix sur vos calendriers. Pour ceux qui partiront en vacances, profitez bien, même si le climat n'est pas exquis sur toute la France, mais bon. En tout cas, appréciez bien ces jours-ci. Et on se voit, nous, le 30 août, donc quasiment avant la rentrée, ce qui redonnera un rythme peut-être pour tous les gens qui nous suivent. Merci encore d'avoir participé, d'être présent, et puis de chaque fois d'avoir des beaux messages de remerciements. C'est toujours appréciable pour le travail et l'énergie qu'on vous fait partager.
Prenez bien soin de vous et on se dit donc au 30 août. À très bientôt.